Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Yann sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Yann. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Yann et quel âge avez-vous ? Alors j'ai 46 ans, je vous appelle de Charly, qui est une petite commune dans la métropole de Lyon. D'accord, très bien. Et de quoi voulez-vous me parler, mon cher Yann ? Alors j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur à plusieurs égards. On va parler d'addiction et plus particulièrement d'un phénomène très inquiétant qui s'appelle le chemsex. D'accord, ok. Je ne connais pas très bien en plus. On a entendu parler au moment de l'affaire Palmade, me semble-t-il. Oui, pour le pire, j'allais dire, et c'est à ce moment-là qu'il y a un an, je vais dire, le grand public va faire connaissance avec ce terme. Oui. Alors c'est un phénomène qui en fait n'est pas si ancien, qui est pas si nouveau, qui a été identifié il y a plus de 10 ans déjà en France. C'est un phénomène qui touche très très majoritairement les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, donc plutôt dans les populations gays. Oui. Mais aujourd'hui, alors moi qui suis à la fois professionnel de santé, à la fois élu et membre engagé dans des associations, on est nombreux à tirer la sonnette d'alarme et constater que c'est un phénomène qui a tendance à s'amplifier. Pour plein de raisons différentes, et on est beaucoup à réclamer un peu plus de prévention sur ce phénomène, puisqu'encore ce mois-ci, il y a eu 3 décès à Bordeaux des suites d'un chemsex. Alors, expliquez-nous ce qu'est d'abord le chemsex, parce que ça s'écrit C-H-E-M sex, et oui. chemsex, comment prononce-t-on ? Chemsex, ouais. En fait, c'est la contraction de chemical sex. Chemical sex, d'accord. C'est plus. Sex, le sexe sous drogue. D'accord. Et ça démarre dans les pays anglo-saxons. D'accord. Donc son origine est donc en Angleterre et aux États-Unis ? Oui, beaucoup en Angleterre. Ils ont été très fortement touchés, toujours d'ailleurs. Oui. Et ça arrive en France il y a 10-15 ans environ. Alors, vous êtes, je crois, vous êtes adjoint au maire de la commune de Charly. Oui. Vous êtes hypnothérapeute spécialisé en addictologie, et vous êtes également membre des élus locaux contre le sida créé par Jean-Luc Romero. Vous êtes addictologue donc. Oui, c'est ça. Donc je suis. Alors mon premier métier, ça a été infirmier, et puis après, je me suis beaucoup intéressé aux addictions. Je me suis formé, j'ai passé un diplôme universitaire d'addictologie. Je me suis formé à l'hypnose, et aujourd'hui, je pratique l'hypnose, qui est un superbe outil de lutte contre les addictions, soit pour aider les gens dans des sevrages, ça peut être du tabac, du cannabis, ou parfois à maintenir l'abstinence pour des gens qui sont sous traitement de substitution, ou des gens qui sont abstinents de l'alcool. Et c'est un bel outil que je pratique tous les jours. D'accord. Alors revenons au chemsex qui semble vous inquiéter, mon cher Yann. Pourquoi vous inquiète-t-il particulièrement en ce moment ? Alors, en tant que professionnel de santé, tous les addictologues expriment le fait qu'il y a une augmentation des consultations pour le chemsex, le chemsexeur. Une étude a montré que quand même 12% des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes avaient pratiqué au moins une fois le chemsex, ce qui est quand même énorme. On voit aussi de plus en plus ce genre de pratique dans les milieux libertins, donc plutôt chez des populations hétérosexuelles. Oui. Et on sait aussi que pendant le confinement, comme beaucoup d'addictions, le chemsex a pris un boom considérable, et on a eu une multiplication de consultations pour le chemsex. D'accord. Donc, chemical sex, quel type de drogue prennent ces personnes donc qui pratiquent le chemsex ? Alors, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment un mélange. Il y a quand même, je vais dire, quelques classiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les drogues de synthèse, qui sont des drogues qui sont fabriquées dans des laboratoires en Chine, en Pologne ou aux Pays-Bas. Ce sont des substances qui sont très facilement accessibles. Oui. Ce qui fait la dangerosité aussi du phénomène, c'est que sans même avoir un gros bagage, je dirais, de techniciens Internet, vous pouvez très facilement commander ces substances sur Internet. Et ah oui, carrément. Oui, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et il y a une fameuse drogue dont on a entendu parler qui s'appelle la 3-DMC. Oui. Donc c'est une drogue de synthèse qui imite en fait la feuille de cat qu'on trouve au Moyen-Orient, qui est un peu la cocaïne du Moyen-Orient. Oui. C'est une amphétamine très puissante. Comment s'appelle-t-elle ? Pardonnez-moi. La 3-DMC. La 3-DMC, d'accord, ok. DMC. Et du coup, c'est une molécule, c'est une drogue qu'on appelle une love drug, c'est-à-dire que c'est un pouvoir en pathogène hyper fort. C'est-à-dire que tous les gens s'aiment, en gros. Et en plus, avec le côté amphétamine, on va prolonger les rapports sexuels pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours.
Et puis après, il y a des mélanges, et c'est en ça que c'est souvent très dangereux. Oui. On utilise aussi beaucoup de GBL. C'est un petit peu, alors on a souvent appelé le GHB la drogue du violeur. Oui. Ça, c'est une petite variante, puisque le GHB est un produit illicite, alors que le GBL est vendu dans des grandes surfaces. C'est un produit détourné. Et ça se transforme dans le corps en GHB. C'est un produit qui est utilisé dans les anesthésies, par exemple. Et ces mélanges-là sont très dangereux parce que c'est des produits qui se dosent à la pipette. Et parfois, il y a des surdosages ou des mélanges qui provoquent des comas, et parfois irréversibles. Comment se procure-t-il tous ces produits? C'est essentiellement sur Internet? Alors, il y a des produits qu'on trouve sur Internet comme les drogues de synthèse. Oui. Il y a des produits qui sont détournés de la grande distribution. Le GBL, c'est un produit, en fait, c'est un solvant qu'on utilise pour nettoyer les graffitis ou des capes et les parquets. Oui. Donc, ça se trouve dans un magasin de bricolage. Et puis, il y a le bon vieil alcool. Et puis après, on peut avoir la cocaïne. Bon, c'est des produits que malheureusement on trouve quand même assez facilement. D'accord. Et donc du coup, à l'origine, je crois savoir que le chemsex était pratiqué par des hommes d'une 50aine d'années, c'est ça? Alors c'est vrai que, entre autres, ce qu'on réclame nous, professionnels de santé, associations et certains élus, c'est une étude épidémiologique, parce que aujourd'hui on a besoin d'identifier vraiment le phénomène pour faire la prévention et aller vers les populations concernées, parce qu'évidemment on ne va pas faire de la prévention de chemsex en EHPAD, mais on a besoin d'avoir quelques données. Il y a une chose qu'on constate dans les consultations, c'est qu'il y a quelques années, effectivement, c'était plutôt réservé à des quadras, des quinquas, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on a de plus en plus de jeunes, y compris des jeunes qui rentrent dans la sexualité par chemsex, ce qui est tout à fait dramatique. Directement, ils rentrent dans la sexualité par chemsex. C'est un rapport sexuel sous drogue. C'est incroyable, ça. Ouais. Et puis, quand quelqu'un vous décrit un premier chemsex, bien souvent, il y a un effet waouh qui est incroyable. Parce que justement, tous les sens sont décuplés. Oui, oui. Il y a un chemsexeur qui vous raconte sa première partie de chemsex, vous avez presque envie de le faire, tellement on vous décrit quelque chose d'incroyable. D'incroyable, de formidable, oui. Et c'est tout le piège. Comme souvent les addictions, avec le premier effet waouh, et puis après, par contre, c'est plus compliqué. Il y a une addiction, donc vous parlez d'addiction au chemsex, c'est-à-dire qu'on est accroché, on peut être en manque de tout ça. Ce sont les produits plus. Alors justement, il y a une double addiction souvent qui est un peu pernicieuse, c'est que il y a à la fois l'addiction aux substances. Par exemple, la 3-DMC, c'est quelque chose qui est hyper addictogène, avec des descentes aussi épouvantables. C'est-à-dire quand on commence à manquer de produits, il y a des chemsexeurs qui vous décrivent vraiment des idées suicidaires très très fortes. Et d'ailleurs, il y a des suicides pendant des descentes de substances. Oui. Donc il y a ce produit-là qui est très addict. Et puis après, on est addict aussi aux rapports sexuels sous drogue, c'est-à-dire aux sensations des rapports sexuels. Et très très vite, on voit des gens parfois qui vont se désociabiliser, qui vont oublier de manger, de boire, parce que parfois ça peut durer plusieurs jours, et qui arrivent des fois en consultation dans des états de délabrement physique qui sont déjà très importants. Alors, je vous avoue que on a découvert cette pratique de chemsex, en tout cas on en a entendu parler lors de l'affaire Palmade. C'est vrai qu'on a été un peu circonspect d'apprendre comment tout ça se pratiquait et surtout des prises de drogue pendant plusieurs jours, du sexe pendant plusieurs jours. Il y a, de mon point de vue, sûrement un problème de consentement dans ces heures qui défilent, les états qui se transforment, avec, comme vous dites maintenant, des jeunes populations qui arrivent sans doute dans le milieu gay, un peu la fleur au fusil comme ça, et qui ne connaissent pas du tout la violence de certains rapports sexuels en plus, hein, parce que il y a quand même des rapports qui sont quand même assez violents, non? Vous avez raison, parce que bien souvent, c'est comme des gens qui sont addicts à la pornographie, par exemple. Bien sûr, ils vont chercher après des choses un peu plus extrêmes, parce que ils veulent à chaque fois aller un petit peu plus loin. Et on peut voir aussi dans le chemsex des pratiques sadomaso, des choses qui peuvent aller assez loin. Oui. Mais après, vous savez, moi, en fait, je me suis intéressé au chemsex parce que moi, je suis homosexuel. J'ai 46 ans, et quand j'avais 18-20 ans, j'étais un jeune gay peut-être un peu perdu, parce que je n'avais pas encore fait mon coming out. Je me dis que peut-être j'aurais pu moi-même tomber sur un plan de foire, et peut-être que si aujourd'hui j'étais jeune homme de 18-20 ans, peut-être que je serais mort dans un chemsex, parce que c'est très facile de se laisser embarquer. Comment peut-on mourir dans un chemsex? On meurt d'overdose, Yann?
Oui, alors souvent le mélange fatal, c'est le GHB et l'alcool, Oui. qui provoque des comas. Et puis il y a des surdosages, parce que le problème aussi, quand vous achetez une drogue sur Internet, en fait, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Oui, Donc oui. il peut y avoir vraiment tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour nos auditeurs, vos auditeurs, aujourd'hui, s'il y a des gens qui utilisent la cocaïne, par exemple, Oui. eh bien on sait que dans 60% des cas, en fait, c'est pas de la cocaïne, c'est des drogues pourries qui arrivent de Chine ou je ne sais quoi, parce que c'est moins cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui arrivent de Chine, hein, j'ai l'impression. Ouais. Comment ça se fait, ça? C'est-à-dire que la Chine est un très très gros producteur de tout, et y compris de substances illicites, mais on est quand même pas en reste en Europe, hein, la Pologne, les Pays-Bas, on en trouve quand même un petit peu de partout. Alors Aujourd'hui, Oui. oui, je disais aujourd'hui, par exemple, la cocaïne coûte environ 60 € le gramme. Il y a quelques années, il y a 20 ans, elle était à 180 €. Oui. Donc, il y a aussi une multiplication. La cocaïne, aujourd'hui, c'est pas rare d'entrer dans le milieu étudiant, ce qui n'y arrivait pas il y a une vingtaine d'années. Vous savez que l'Europe est devenue le premier marché pour la cocaïne. Hein. Désormais, on dépasse les États-Unis. Les cartels mexicains ont bien compris que la demande était très forte en Europe. Et puis, ils se sont vite aperçus entre mafias, donc qui se sont entendus que les chemins de la drogue venant d'Afrique noire et du Maroc avaient bien évidemment leur il y avait une facilité à acheminer la cocaïne en Europe. Donc, alors revenons-en au chemsex. Vous dites que selon les chemsexeurs, ça va du gamin de 17 ans au gars de 60 ans, toute profession confondue. Comment arriver à faire de la prévention puisque ça touche tout le monde et tous les milieux? Alors, je pense d'abord ce qu'il faut toujours bien recentrer, c'est que comme toute addiction, le chemsex, une addiction, c'est une maladie. Et je pense que c'est important de le dire, parce qu'on est quand même encore dans une société où quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est addict, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Il y a toujours cette notion. Et puis alors le chemsex, notamment cette affaire Palmade, a fait quand même un peu de mal, parce que aujourd'hui on a même des chemsexeurs qui n'osent plus consulter parce qu'ils se sentent stigmatisés. On a dit, ils ont senti le message, on a encore une maladie qui arrive de chez les gays, quoi, vous voyez. Oui. Donc c'est important de dire que tout ça est une maladie, que c'est une maladie chronique, neurologique, et qu'effectivement il faut faire de la prévention. Et l'État a commandé en 2022 un rapport, c'était Olivier Véran à l'époque, et donc il y a eu un rapport qui a été remis par le professeur Beniamina, donc, qui est un addictologue, qui a été fait avec plein d'associations, notamment AIDS, qui est une association très active sur le sujet. Et il y a des préconisations. Sauf que depuis, il y a 3 ministres qui sont passés, il n'y a pas de prévention qui est faite. Et si on veut faire la prévention, il faut commencer par faire une étude, identifier le phénomène, le quantifier, et après on sait ce qu'on fait la prévention, ça on sait faire en France. C'est-à-dire il faut aller vers les populations concernées. Et pour ça, il faut commencer par le commencement. Et pour l'instant, malheureusement, on est un peu à sec. C'est encore les associations qui semblent porter seules le poids de cette alerte et de la prévention, non? Complètement. Et puis, il y a eu quand même une petite étude qui avait été faite qui s'appelle See, Sex and Chems, qui a été faite par un jeune psychiatre, et qui donne 3 chiffres. Alors, il y a 3000 chemsexeurs qui ont témoigné de manière anonyme sur une plateforme dédiée. Il y a 16% des chemsexeurs qui étaient des femmes. Donc ça, on l'a un petit peu ignoré. Combien? Et parmi 30%? 16%. D'accord, c'est pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est pas mal, vous avez raison, Ouais, parce qu'on disait que les femmes n'étaient pas concernées. Et puis, il y a 6% qui sont hétérosexuels. Donc c'est aussi un chiffre qui devrait quand même un peu nous interroger, parce que malgré tout, des drogues qui sont facilement accessibles. Pas besoin de point de deal. Il y a les sites géolocalisés qui font que si vous allez sur certaines applications, en 5 minutes, vous trouvez un plan chemsex. On a tort de sous-estimer le phénomène quand même. Oui, il ne faut surtout pas sous-estimer le phénomène qui peut amener beaucoup de dégâts chez celles et ceux qui le pratiquent. Les 3 décès qu'il y a eu à Bordeaux dernièrement, c'était dû à quoi exactement? Alors, j'ai
visiblement, c'est lié à des mélanges aussi qui n'ont pas été bons. Oui. Notamment, je crois qu'il y a des personnes qui a bu tout un verre en pensant que c'était de l'eau et c'était du GHB. Donc, le GHB dosant la pipette, il y a eu une overdose. Et alors, ce qu'on constate aussi souvent dans les chemsex, c'est malheureusement ce qui est arrivé au mari de Jean-Luc Romero en 2018, Oui. c'est que bien souvent, les participants tardent à appeler la police ou les secours Oui. parce qu'ils ont peur, parce qu'ils détiennent des produits stupéfiants. Et du coup, il y a des gens qui sont dans une agonie pendant plusieurs heures avant que les secours arrivent. Oui. Oui. Oui, c'est... Quel risque, au-delà de l'overdose, que risque-t-on à faire ce type de pratique dangereuse? Alors, le risque d'addiction, évidemment, qui est pas neutre, Oui. c'est-à-dire être asservi à la substance. Après, il y a le risque d'infection sexuellement transmissible, parce Oui. que malheureusement, à un certain moment, quand on est défoncé, parfois on oublie le préservatif. Et d'une Oui. manière générale, le préservatif est très largement délaissé, alors qu'il y a une hausse des contaminations de VIH. Mhm. Il y a un risque, comme vous le disiez tout à l'heure, de consentement, parce que au bout de plusieurs jours, parfois, le consentement il se pose, Mhm. avec des pratiquants qui pourraient être à la fois victimes ou à la fois bourreaux, parce que quand on n'est plus soi-même, on peut être les deux à la fois. Oui. Oui. Et puis voilà, le risque de décès et aussi de perturbation de la sexualité, parce que c'est une rééducation après d'avoir des actes sexuels sans substance. Oui, ça peut rendre Notamment chez les jeunes. ça peut rendre l'acte sexuel finalement assez banal après. Complètement. Mhm. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est toute une rééducation, surtout pour des jeunes qui vont entrer dans la sexualité, quoi. Ça peut faire du dégât. Oui. Aujourd'hui, donc cette prévention, vous la faites quoi comment dans les clubs Bon, on va marquer une petite pause, Yann. On va marquer une petite pause et puis Allez. vous me réservez votre réponse après, d'accord? Ça marche. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. 22h43, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez, vous le savez, continuer à faire le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis. Yann, il y a bien évidemment donc un risque d'addiction, il y a un risque de subir une agression sexuelle. Tout cela donc en même temps, on peut subir les deux. La police travaille un peu sur ces réseaux en fait qui organisent ce type de pratique, parce que je suppose que est-ce que c'est interdit ce type de pratique? Alors, ce qui est interdit, c'est de détenir et d'utiliser des substances stupéfiantes. Donc, lorsqu'on utilise de la 3-MCA ou de la cocaïne, évidemment qu'il y a un côté illicite. Aujourd'hui, alors les policiers sont quand même un peu plus au fait de ce sujet, comme les magistrats ou les pompiers, les urgentistes. Pour autant, ça c'est un avis plus personnel. Enfin, moi qui fais un peu de politique, mais on est dans un système un peu tout répression, c'est-à-dire qu'on vous bassine du matin au soir. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais avec les plans Plasnet XXL ou des gros des joies judiciaires, mais sauf que la répression ça a ses limites. Mmh. Alors, bien sûr qu'il faut lutter contre les trafics. En revanche, concernant les consommateurs, la répression n'a jamais servi à quoi que ce soit. Et malheureusement, on entend beaucoup de ministres de l'Intérieur, mais on n'entend pas beaucoup de ministres de la Santé sur ces sujets-là. Et donc, il y a ce côté, je regarde à Bordeaux, il y a une des personnes qui a été jugée en tribunal correctionnel. Bon, très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour soigner cette personne? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment soigne-t-on ces gens-là, en fait? Alors, il y a effectivement des associations qui font un travail formidable. Oui. Je pense à Aide, mais il n'y a pas que. Moi, chez moi à Lyon, il y a plein d'associations. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle le Corévi, qui est plus sur la lutte contre le sida, mais c'est une association, par exemple, qui en 2017 a tiré la sonnette d'alarme en disant on a une vingtaine de cas de décès suspects. Oui. Bon. Alors qu'à l'époque, on disait qu'il y avait 20 décès par an en France. Bon. Alors, sauf à penser que tous les chemsexeurs étaient à Lyon. Il y a eu une enquête de fait par l'Agence régionale de santé qui en a avéré 9. C'était en 2017. Donc, il y a quand même 7 ans qui sont passés depuis. Oui. Donc, on peut supposer quand même que le nombre de décès est quand même très important. Oui. Mais on continue un peu à mettre la poussière sous le tapis et à nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi.
Mais tout ne va pas bien. Si vous me dites qu'il y a eu 3 morts à Bordeaux dans le mois dernier, c'est que c'est tout de même une pratique qui est de plus en plus répandue, j'ai l'impression, non? Oui. Il y a plus de consultations, clairement. Il y a plus de gens qui arrivent aux urgences, clairement. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que comme le phénomène est un peu plus connu, alors aussi des médias, c'est vrai que je vous donne envie, de plus en plus, vous verrez qu'il y aura des décès qui seront mis en avant par le chemsex. Des fois, je discute avec vos collègues journalistes et qui ne connaissaient pas le phénomène et qui aujourd'hui sont plus à l'écoute de ça. Et comme les policiers connaissent aussi un peu mieux, voilà, c'est des choses qu'on va un peu plus entendre. Mais en fait, en réalité, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est que le jour où on aura vraiment un état des lieux très précis des consommations, des pratiquants et du nombre de décès, si tant est que ça arrive un jour, je pense qu'on pourra tomber de notre chaise. Comment vous expliquez qu'on puisse trouver ces drogues aussi facilement? Comment peut-on commander ça sur Internet? C'est fou. C'est un vrai sujet. Alors ça, je pense qu'il faudra poser la question aux autorités. Alors j'imagine que c'est très compliqué aussi de réglementer des sites étrangers qui en plus doivent certainement changer très très régulièrement. Le fait est que vous pouvez en quelques jours avoir dans votre boîte aux lettres ce genre de substance. C'est dingue quand même. Oui, c'est fou. Après, encore une fois, il y a aussi des produits qui sont détournés, comme le GBL, qu'on trouve dans tout le magasin de bricolage. Donc, le GBL, ça sert à quoi le GBL à l'origine, en fait? Le GBL, donc, c'est une substance, c'est un solvant qu'on utilise dans l'industrie pour nettoyer les jantes de voiture ou décaper les parquets, par exemple. Oui. Et lorsqu'on ingère cette substance-là, ça se transforme dans le corps en GHB, qui est ce qu'on appelait la drogue du violeur. C'est un anesthésiant, en fait, qui a aussi un effet empathogène, c'est-à-dire un effet de tranquillité, d'apaisement. Sauf que si vous prenez 3 gouttes de trop, vous risquez le coma, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se dose. Donc c'est bien là, en fait, que ces gens-là trouvent la drogue du violeur aussi, en fait. C'est dans ces oui. Ce GBL là, si vous me dites que on peut trouver ça dans n'importe quelle droguerie, oui. C'est quand même c'est fou. Moi, je savais pas ça du tout. Alors après, cette histoire de drogue du violeur, ça a quand même été pour le coup là un peu un truc de média un peu rapide, parce qu'en fait de tout temps la drogue du violeur c'est l'alcool et c'est les somnifères de mémé. C'est pas gentil pour mémé, mais tous les somnifères qu'on trouve dans les armoires à pharmacie, en fait, c'est ça les drogues du violeur. Les cas en tout cas ce qu'on voit en médecine légale, c'est que les cas d'intoxication à l'insu au GHB sont a priori relativement rares quand même. D'accord. Comment donc organiser la prévention aujourd'hui, Yann? Comment faites-vous? Alors, pour l'instant, ce sont les associations qui portent ça et les professionnels de santé, comme ils peuvent, en allant, dans les clubs gays, en essayant de faire un maximum de prévention. Il y a certaines villes qui commencent à s'emparer comme du sujet. Alors, il y a Paris, il faut les citer, qui notamment ont des plateformes géolocalisées de ressources pour les chemsexeurs. Si jamais, par exemple, vous avez eu un rapport non protégé, vous savez où aller pour faire une trithérapie, ou si vous avez besoin de voir un addictologue, vous savez où aller. Oui. Donc voilà, le but, c'est de faire entrer aussi les gens dans le système de soins, parce que c'est pas forcément évident. Et puis, maintenant, il faudrait qu'on puisse tous se mettre autour d'une table et puis mettre un petit peu de moyens pour aller plus loin, parce qu'on voit bien que ça suffit pas, et que les associations font ce qu'ils peuvent, mais il faut les aider, quoi. Mais comment aller plus loin, en fait, parce que qui pourrait prendre le relais? Le gouvernement, je suppose, mais oui. C'est compliqué, sûrement, de faire de la prévention dans ce type de milieu. Ça doit être très compliqué. Oui, on sait quand même faire en France la prévention, mais quand on se donne les moyens. Mais justement, il faut être sûr de savoir vers qui on va. C'est-à-dire, si aujourd'hui on nous dit il n'y a que la population gay, des gens de 50 ans dans les grandes villes qui sont concernés, ok, on va voir ces gens. Par contre, si on nous dit ce qu'on pense, il y a tous les âges, que ça se passe aussi dans les campagnes, que parfois il y a des gens hétérosexuels, etc., etc., eh bien là, on pourra aller aussi vers les populations et être beaucoup plus efficace. Et puis aussi parce que il y a une question de finances. Quand on a des moyens aussi, on peut faire des campagnes de prévention. Et ça passe aussi par ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire discuter. Il y a encore une semaine, j'ai une dame qui faisait des partous, des choses comme ça, oui. Qui ne savait pas qu'il fallait pas mélanger le GHB et l'alcool, par exemple. Donc peut-être qu'en lui disant, cette dame,
je sais pas, peut-être que je lui ai sauvé la vie, vous voyez. Et donc plus on en parle, mieux c'est. En fait, finalement, le problème, Yann, ce sont tous les novices qui sont attirés par des chemsexeurs bien avertis, eux, parce que on sait quand on est un pratiquant de ce type de rapport sexuel qu'il y a danger, que l'on peut avoir un problème de dire oui ou non à certaines pratiques. Au bout d'un moment, quand on a pris trop de drogue, on sait très bien qu'à 18 ans, ça peut taper dans les circuits suffisamment pour ne plus savoir où on habite et finalement se retrouver à faire des choses qu'on n'a pas obligatoirement voulu faire. Oui, bien sûr, évidemment qu'il y a une histoire de vulnérabilité dans tout ça, et c'est vrai que Else, par exemple, va expliquer à des chemsexeurs comment réduire les risques, c'est-à-dire comment être dans une pièce propre, comment prendre des préservatifs, comment faire attention avec l'hygiène, comment faire attention si vous piquez, etc. Parce que, évidemment, que la moralisation ne sert à rien. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit de dire que c'est pas bien qu'il faut pas faire de chemsex. Donc à ce moment-là, les gens, sachant qu'ils vont le faire, il faut les accompagner dans cette pratique-là pour qu'ils se mettent le moins en danger possible. Et vous avez raison, il y a toute une population, alors notamment de plus jeunes, qui rentrent dans le chemsex et parfois directement en s'injectant dans les veines, ce qu'on appelle l'islam, avec des risques considérables. Mon Dieu. Je vais peut-être vous poser une question un peu naïve, mais comment se fait-il que ce soit les milieux gays qui soient le plus touchés, Yann ? Alors, c'est une question que je me suis souvent posée. C'est une question qui peut parfois être un peu touchy et qui peut parfois crisper un peu. Alors, étant gay moi-même, c'est vrai que je peux me permettre de dire plein de choses. Exactement, parce que là, je ne le suis pas, donc c'est un hétéro qui s'adresse à un gay, et nous sommes amis, donc il n'y a aucun problème. C'est quand même une question, pourquoi, en fait ? D'abord, historiquement, dans la population homosexuelle, il y a quand même plus de rapports entre hommes. C'est plus fréquent, la multiplicité des rapports. C'est plus simple, hein, les rapports avec les hommes. Hein. Oui, on peut dire ça. Oui. Moi, j'ai des amis homos qui me parlent souvent justement de cette complexité chez les hétéros qui les fait bien rire, en fait. Il y a quand même... il y a quelque chose de plus facile chez les hommes, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors après, je voudrais pas non plus qu'on imagine que tous les gays baissent toute la terre à droite à gauche. Non, pas du tout. Moi, j'ai des amis gays qui sont en couple, mariés et qui sont comment on dit, mono partenaires. Voilà. Exactement. mais voilà, c'est sûr que dans le milieu gay, c'est des milieux très festifs. Il y a des lieux de sexe. Il y a la multiplicité de ces rapports fait que Après, ce qui a tout changé par rapport au chemsex, c'est l'arrivée d'Internet. Oui. Parce que on pouvait donc commander des substances sans aller sur des points de deal. Ça, c'était quand même nouveau. Ça arrive directement à la boîte, c'est pas cher. Et puis, il y a ces applications géolocalisées. Qui ont augmenté la capacité à faire pub. Mais non, on ne les cite pas, mais bon. Qui ne jouent pas le jeu du tout. Hein. Mais c'est un boom. Et vous notez donc, un rajeunissement donc des personnes qui pratiquent cela. Oui. Encore, il n'y a pas longtemps, je donnais une formation pour des éducateurs dans un foyer qui accueillait notamment des jeunes migrants. Et sur Lyon, on a une reconnaissance de jeunes migrants, souvent des mineurs isolés, qui se retrouvent dans les pratiques du chemsex. Alors parfois, il y a de la prostitution. Parfois, on les paye pour ça. Mais il y a des vraies entrées de jeunes un peu paumés, on va dire. C'était le cas dans l'affaire Palmade. Il y a les deux gamins qui accompagnaient Palmade étaient quand même des gars qui, je ne sais pas d'où ils sortaient, mais ceux-là, on n'aurait jamais dû se croiser, visiblement. Les rapports étaient un peu curieux. Est-ce que renforcer la loi, vous qui êtes un politique aussi, puisque vous êtes conseiller municipal... Et en plus, je suis de droite, rendez-vous compte. Bon, ça n'est pas une tare d'être de droite, je vous rassure. Non, mais je le dis justement parce que c'est une chose dont je suis très fier, c'est que aujourd'hui la politique, elle est un peu décriée et tout le monde s'en est bien donné la peine. Mais puis on a du mal à repérer la droite de la gauche aujourd'hui. Moi aussi. Et puis il y a un peu des maladies de gauche et des maladies de droite, vous voyez. Le cancer, c'est une maladie de droite, le sida, c'est une maladie de gauche.
c'est d'une crétinerie sans nom. Et aujourd'hui, moi je travaille avec Jean-Luc Romero, qui est socialiste, je travaille à Lyon avec la majorité écologiste et ça se passe très très bien. Et ça, j'en suis très fier. C'est-à-dire que il ne devrait pas y avoir de clivage politique sur ces sujets-là, sur les sujets de santé. Donc, si vraiment on veut redorer l'image de la politique, il y a un sujet, les addictions, la santé, qui peut quand même tous nous réunir. Il y a aussi quelque chose, dont je voulais vous parler, c'est les sites pornographiques. Tout ça contribue aussi à lever le curseur des pratiques sexuelles. Il y a aujourd'hui dans la liberté numérique et qui propose à tous ces gamins de voir du porno très tôt, sans doute une perception du sexe. Quel âge avez-vous, Yann? Vous m'avez dit 46. 46. Bon, à 46 ans, vous êtes rentré dans le sexe, il n'y avait pas encore Internet et tout ça. En tout cas, on était à la veille, mais ça change quand même radicalement la perception du sexe. Vous êtes d'accord? Oui, complètement. Mais j'ai aussi beaucoup de jeunes, enfin même de moins jeunes, mais qui font des addictions à la pornographie et qui ont du coup un rapport au sexe est complètement décalé, avec cette idée de l'homme augmenté qu'il faudrait, comme dans un film porno, avoir des rapports incroyables et acrobatiques. Oui. Et qui vous disent que ils ont commencé à regarder beaucoup de porno quand ils avaient 10-11 ans, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, à mon époque, on essayait de regarder les films sur Canal, on essayait de piquer une cassette aux parents, mais aujourd'hui, la pornographie, c'est accessible hyper facilement, c'est un vrai sujet. Vous notez une perception différente du sexe chez les jeunes aujourd'hui, ce qui expliquerait aussi le nombre de jeunes aujourd'hui qui pratiquent le chemsex? Oui, c'est-à-dire que justement, j'en discutais avec un monsieur qui s'appelle Fred Bladou, qui est un grand spécialiste national du chemsex et qui parle aussi de l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'il y a cette idée dans le chemsex d'avoir des rapports pendant très longtemps, de multiplier les partenaires, d'être une bête de sexe, quoi. Et il y a cette notion-là, oui, de l'homme augmenté, et qu'on retrouve aussi des fois chez les consommateurs de cocaïne, qui veulent se booster parce qu'il faut tenir un rythme qui devient infernal, quoi. Oui. Non, mais ce sont des pratiques bien évidemment qui sont très inquiétantes. Aujourd'hui, on peut noter que dans ce que vous nous racontez ce soir, entre la perception du sexe modifiée par le porno, entre l'acquisition de tous ces produits stupes qui sont importés de Chine, et puis on sait que la Chine est extrêmement douée pour jouer sur les législations. Vous avez raison de souligner qu'il y a tout un tas de produits qui arrivent aux douanes et qui passent quand même aux douanes, puisque en fait il n'y a pas d'interdiction. On va marquer une pause et puis on va pouvoir conclure après tranquillement. Il y en a tout de suite. À tout de suite. Il est 23h06 sur Europe 1. Vous êtes bien, chers amis? Nous aussi, en votre compagnie jusqu'à 1h du matin. Nous sommes bien et nous écoutons depuis le début de cette émission Yann, addictologue, qui nous parle de chemsex, qui est un phénomène des plus inquiétants et qui touche de plus en plus de jeunes avec des décès lors de ces pratiques, ce qui est pour le moins inquiétant. Nous parlons de prévention. Nous allons conclure, Yann. Donc la prévention, oui, mais il faudrait que vous soyez aidé par le gouvernement. Là, en fait, il faudrait presque une campagne organisée par le gouvernement, peut-être des clips. C'est compliqué de communiquer sur ce sujet-là. Est-ce que vous sentez que finalement c'est un peu tabou et qu'on a du mal à parler de chemsex chez les politiques et de rentrer dans ce combat? Est-ce que ça n'est pas compliqué? Oui, on peut le comprendre. Et il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur le chemsex. Mais en fait, et d'ailleurs, moi, des fois, je reçois des patients, parce que j'ai en moyenne, je dois avoir un peu plus de chemsexeurs que d'autres professionnels, parce que je suis un peu identifié là-dessus. Et parfois, ils me disent, parce que vous êtes gay, ça nous rassure. Ce que je voulais dire, je vais perdre mon fil, mais... je vous parlais des politiques et du côté tabou, et donc de la difficulté à rentrer dans ce type de combat. Oui, donc effectivement, mais en fait, il y a aussi, moi, j'ai des patients qui me disent que ils ont consulté un médecin
un professionnel de santé, et en fait, le professionnel de santé avait presque peur. Quand vous êtes chemsex, il y a beaucoup de produits, on ne sait pas comment on fait. D'où l'intérêt aussi dans la prévention de former de plus en plus de professionnels de santé. Ça peut être des médecins généralistes, mais ça peut être aussi des infirmiers, j'en suis l'exemple vivant. Parce qu'en fait, finalement, quelqu'un qui est addict au chemsex, qui est addict aux substances ou au sexe en général, se traite de la même manière que n'importe quel addict, alors avec quelques spécificités, mais voilà, et toujours dire encore une fois que quelqu'un qui est addict, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas qu'une histoire de volonté, sinon ça se saurait. Et que voilà, il faut se détendre sur le sujet, en fait. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a rien de dégueulasse, quoi. Non, il n'y a rien de dégueulasse, et il faut se poser les bonnes questions, surtout sur ce que vont chercher toutes ces personnes de toute génération, de tout milieu confondu. Que vont-ils chercher dans le chemsex, en fait? Et la meilleure manière de lutter contre ce type de pratique, c'est encore de les comprendre. Et je pense que la difficulté dans votre combat réside principalement là, en fait. Former les médecins, former des infirmiers, c'est bien, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Souhaitons en tout cas que vous y arriviez. Ce qui est inquiétant aussi, c'est ce chiffre de 6% d'hétérosexuels qui s'y mettent. Oui, alors c'est quelque chose qui peut un peu crisper les associations en disant que souvent on va parler de chemsex chez des gens hétéros, ça n'est pas vraiment, parce qu'il n'y a pas forcément la multiplicité de partenaires. On dit bien que le chemsex, attention, c'est prendre des drogues pour avoir un rapport sexuel. Donc les critères sont pas toujours là. La frontière elle est assez ténue. Pour autant, on en voit quand même dans les milieux libertins, ça c'est clair. Et puis en tout cas, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire attention. Voilà, tout simplement. C'est que tant mieux s'il y a moins d'hétérosexuels, tant mieux si ça se diffuse pas. Mais attention, soyons vigilants parce que ces pratiques, l'accessibilité si facile à tout pour nous inquiéter, notamment chez les populations jeunes. Et on sait par exemple que la fameuse 3-EMC, aujourd'hui, se répand dans les milieux étudiants, vient remplacer la cocaïne, parce qu'elle est beaucoup moins chère, qu'elle a ce pouvoir boostant, et qu'en plus elle est pathogène, donc c'est formidable de s'aimer pendant une soirée tous. Alors vous qui nous écoutez, même si c'est formidable de s'aimer pendant une soirée, pendant toute une soirée, et voire jusqu'au petit matin, il faut que vous sachiez que cette prévention, elle passe aussi par le fait que vous ayez bien conscience que tous ces produits qui sont importés de Chine, même si vous les trouvez sur Internet, sont des produits extrêmement dangereux. Vous pouvez interroger n'importe quel urgentiste qui vous dira que chaque mois arrivent des personnes en prise de ce type de substance, alors bien évidemment en overdose, mais aussi avec des infarctus, avec des AVC. Il y a tout un tas de saloperies dans ces produits, et vous vous exposez aussi à plus tard attraper un bon cancer bien carabiné, parce que bien évidemment dans toutes ces saloperies il y a tout un tas de produits dont on ne connaît pas vraiment l'origine, et qui vous met en danger. Donc aimez-vous, mais je ne sais pas, moi, avec autre chose, quoi. C'est facile de s'aimer en plus, c'est la chose la plus facile qui existe. Oui. Donc vous aimez sans sexe, voilà. Hein. Merci en tout cas, Yann. Si on peut donner juste une petite note d'espoir, parce que c'est des sujets qui sont quand même douloureux, mais il y a une chose de certain, c'est que toutes les personnes dans les addictions en général qui s'en sortent sont beaucoup plus fortes que les autres, parce qu'ils ont beaucoup plus de recul, parce que l'addiction ne souhaite pas son pire ennemi, et il y a vraiment plein de cas, des gens qui reviennent de très très loin et qui aujourd'hui vont très bien. Donc on peut se soigner, on sait le faire, et donc il faut consulter. Très bien. Et je rappelle que aussi, comme vous l'avez souligné, mon cher Yann, aujourd'hui, si vous souffrez d'une addiction, vous le savez si vous écoutez cette libre antenne ou si vous la prenez en route, n'oubliez pas une chose, c'est que on ne se sort pas seul d'une addiction, et qu'il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune honte à aller parler d'une addiction, même si elle est au sexe. Allez voir un médecin, allez dans des associations, allez voir les narcotiques anonymes ou les alcooliques anonymes, allez parler avec quelqu'un, une première main tendue en amènera d'autres, et vous pourrez vous en sortir seul, vous ne vous en sortirez pas. Je pense que vous partagez cela, Yann. Je partage complètement. Merci mille fois, Yann. Je rappelle que vous êtes élu et addictologue. Vous alertez sur les dangers sous-estimés de la pratique du chemsex. Je donne votre nom de famille, Yann Botrel. Vous êtes adjoint au maire de la commune de Charly, qui est dans Lyon Sud, et vous êtes
thérapeute et que si vous êtes dans cette région et que vous souffrez d'addiction, eh bien Yann est trouvable assez facilement. Donc où vous nous appelez ici, on vous mettra en rapport avec Yann. Bien évidemment, je signale aussi que pour l'anecdote, vous êtes aussi romancier, passionné d'histoire et que vous avez écrit des polars, mon cher Yann. Voilà. Bonne soirée à vous et merci pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1.